Salut tout le monde, c'est Naïlim et aujourd'hui je vais vous faire mes deux sujets de grand oral que du coup j'ai là écrits sous les yeux. Alors je vais les lire parce qu'en fait j'ai fait mon grand oral, donc c'était il y a quelques semaines maintenant et je suis allée au grand oral et à la seconde où je suis sortie, j'avais tout oublié. Donc du coup je les ai là, je les ai écrits pour pouvoir les faire comme ça. Il risque quand même d'y avoir des cafouillages parce que c'est pas très, enfin c'est raturé et tout, c'est pas très rédigé, mais voilà. Donc on va pas attendre plus longtemps que ça. Je vous propose de commencer par celui que personnellement j'aime le moins, soit le sujet qui est: quelle est la place des paroles handicapées dans les luttes qui les concernent? Honnêtement, je l'ai fait en second ce sujet-là et du coup je l'aime un peu moins, mais on en parlera après. C'est parti. La manière dont l'histoire a représenté les personnes handicapées a souvent été teintée de violence, que ce soit par des stéréotypes dégradants ou par l'absence de représentation. L'histoire des personnes handicapées est marquée par des luttes pour la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité. Ces luttes sont le résultat de violences systémiques et institutionnelles où les voix des personnes handicapées ont été étouffées, et mettent en lumière le paradoxe suivant. D'un côté, les personnes handicapées devraient être les acteurs principaux, car elles sont les mieux placées pour identifier les obstacles et les discriminations qu'elles subissent. Pourtant, d'un autre côté, leurs voix sont souvent marginalisées, voire ignorées, dans un contexte où le modèle médical dominant et les préjugés validistes peuvent minimiser, voire nier leurs expériences. En effet, dans la plupart des luttes, les concernés sont ceux qui font le plus de bruit. Les personnes racisées se battent contre le racisme, les ouvriers se battent dans les luttes des classes et les luttes ouvrières, les personnes queer contre la queerphobie. Pourtant, dans les luttes pour les droits des personnes handicapées, on entend bien plus souvent les aidants, parents, amis, frères, sœurs, oncles et tantes que les personnes concernées. La question qui devient alors centrale est la suivante: quelle est la place des paroles handicapées dans les luttes qui les concernent? Historiquement, les paroles handicapées n'ont pas de place. Le modèle dominant du handicap depuis des centaines d'années est le modèle médical. L'idée que le handicap est une différence intrinsèque, une déficience, une maladie à corriger ou à soigner. Dans ce modèle, la personne handicapée est subjective, émotionnelle, impertinente. L'expertise médicale des professionnels de santé prend alors le dessus, et les décisions sont prises sans l'avis ni l'accord de la personne handicapée, mais au nom de son bien-être supposé. Ce modèle est encore très présent aujourd'hui. De nombreuses personnes handicapées se retrouvent en errance médicale à cause de médecins qui refusent catégoriquement d'écouter les voix des concernés, au nom d'un diplôme très valorisé dans la société. Mais les médecins ne sont pas les seuls à dévaluer les voix handicapées. Les personnes handicapées ont longtemps été placées sous des régimes de tutelle, qu'ils soient légaux ou de fait. Cette infantilisation et cette déresponsabilisation ont grandement contribué à annuler leur capacité à prendre des décisions concernant leur propre vie et à estimer et à exprimer leurs propres besoins et opinions. Elles étaient souvent considérées comme vulnérables et nécessitant une protection constante, ce qui justifiait de parler et d'agir à leur place. Dans le cadre de la lutte, on ne peut qu'observer la prédominance des voix aidantes, qui sont souvent pleines de bonnes intentions mais qui écrasent et taisent les voix handicapées. Les vécus handicapés sont ainsi silenciés au profit de récits enjolivés de la part des valides qui savent mieux que nous ce que nous vivons et de ce dont nous avons besoin. Les débats actuels sur l'euthanasie en sont un bon exemple. De nombreux militants handicapés alertent sur l'absurdité de chercher à mettre en place une loi pour mourir dans la dignité, quand une grande majorité des handicapés ne vivent pas dans la dignité, ce qui est pourtant revendiqué depuis des dizaines d'années. Leurs voix sont pourtant tues, on leur dit qu'ils n'y connaissent rien au handicap et à la souffrance, ou qu'ils se prennent pour le personnage principal. Plus clairement, qui êtes-vous donc pour parler de quelque chose qui vous concerne? De plus, les environnements physiques, informationnels et sociaux ont longtemps été et sont encore inaccessibles aux personnes handicapées, les empêchant de participer pleinement à la vie de la communauté et de faire entendre leur voix. Des bâtiments inadaptés, un manque de moyens de communication accessibles et des informations non disponibles ont constitué des obstacles majeurs à leur expression publique et politique. La majorité des personnes valides se posent rarement la question de l'accessibilité, ou même de l'intérêt de cette accessibilité. Combien de fois vous êtes-vous déjà posé les questions suivantes? Mes cours sont-ils accessibles? Ma classe est-elle praticable par une personne en fauteuil roulant, une personne autiste ou une personne aveugle? Les épreuves de baccalauréat ou de brevet sont-elles accessibles à un élève handicapé? Comment faire pour que ce soit le cas? Je ne prétends pas que les solutions à ces questions soient simples à trouver. En revanche, j'affirme que dans le monde actuel, ces questions ne sont non seulement pas posées, mais qu'il n'est même pas pensé que ce soit des questions à se poser.
Mais également, en français, il existe très peu de mots pour décrire une expérience handicapée, et souvent des mots ambigus avec des doubles sens inconnus faisant partie d'un vocabulaire trop spécifique pour se faire comprendre, ou d'un vocabulaire médical réducteur, avec des sous-entendus péjoratifs ou moqueurs. Or, sans langage pour se définir correctement, comment se penser correctement? C'est impossible, et c'est pourquoi les personnes handicapées créent leur propre langage au travers de l'art. Seulement, lorsqu'un artiste handicapé propose un acte artistique qui parle de son handicap, les personnes valides attendent de cet acte qu'il les instruise sur le handicap en question, ou la vie avec le handicap, et cette attente est révélatrice de deux choses. D'une part, quand on montre des personnages handicapés, ce qui intéresse, ce ne sont pas les personnages, c'est le handicap. D'autre part, les personnes valides considèrent d'office que ces actes s'adressent à elles. Cette vision du handicap ramène les paroles handicapées à un simple outil pédagogique. Les vécus handicapés sont valorisés non pas pour leur propre valeur intrinsèque, mais en fonction de leur utilité pour un autre groupe. Or, en se concentrant sur l'aspect éducateur et sensibilisateur, on tend à dépolitiser les expériences des handicapés, en les réduisant à des histoires individuelles de résilience ou de dépassement, plutôt qu'à des manifestations d'injustice structurelle et de rapports de pouvoir. C'est de cette idée que découle l'inspiration porn, consistant à représenter les personnes handicapées comme unidimensionnelles, n'existant que pour réchauffer les cœurs et ouvrir les esprits des personnes valides. On peut notamment voir ça au travers des Jeux paralympiques. Tous les 4 ans, on s'émerveille de voir ces gens si courageux se battre dans une compétition sportive de haut niveau, et ce, malgré leurs handicaps multiples et divers, ces véritables modèles qui poussent à se dire « s'il peut le faire, pourquoi pas moi ?» Tout ça pour être envoyé dans l'anonymat le plus complet et l'inaccessibilité pour les 4 années suivantes. Et c'est bien là le problème. En niant la dimension politique du handicap, on maintient une hiérarchie où le droit fondamental de l'autodétermination n'est pas reconnu pour les handicapés. Mais qui sont donc les handicapés, à qui on nie la dimension politique et le droit de l'autodétermination? Peut-être avez-vous remarqué que depuis le début, je parle des handicapés, du handicap, comme un groupe, comme une généralité. C'est pour deux raisons, très simples. Premièrement, car les luttes se doivent d'inclure tous les handicaps, de la surdité à la maladie de Charcot, à la tétraplégie, à l'autisme, aux psychoses et même jusqu'au handicap temporaire comme une jambe cassée ou une dépression. Ensuite, car le handicap ne discrimine pas. D'une part, tout le monde, pour peu que l'on vive suffisamment longtemps, est ou sera handicapé. De l'autre, le handicap n'est pas une réalité intrinsèquement biologique. C'est une classification sociale qui évolue et change en fonction des différentes sociétés. Et notamment, le handicap, ça se fabrique. Que ce soit physiquement, socialement ou rhétoriquement. L'exemple le plus flagrant de ces fabrications artificielles du handicap est la psychiatrisation des luttes. Les femmes qui se battent pour leurs droits sont hystériques. L'homosexualité était une maladie psychiatrique il y a encore pas si longtemps. Des esclaves noirs qui tentaient de s'enfuir des plantations étaient considérés comme souffrant de drapétomanie. Et même encore aujourd'hui, les personnes transgenres sont considérées comme malades mentales car elles sont transgenres. Et une fois qu'un certain groupe marginalisé est décrété comme handicapé, il perd son droit à la parole. Car comme vu plus tôt, les handicapés sont subjectifs, émotionnels et impertinents. Lorsqu'un groupe ou une idée dérange, il suffit de les rendre handicapés, puis simplement de les cacher, de les faire taire ou de les effacer. Heureusement, avec la démocratisation des réseaux sociaux, le handicap obtient peu à peu sa voix, et grâce à cette nouvelle voix relativement accessible et à grande portée, la place des paroles handicapées semble apparaître au devant de toutes les luttes. Ainsi, la place des paroles handicapées, historiquement inexistante puis défaite de toute profondeur politique, devient au cours des années relativement reconnue. Les personnes handicapées, les personnes racisées et handicapées, les personnes queer et handicapées, les ouvriers handicapés, les femmes handicapées, les enfants handicapés et toutes les personnes handicapées méritent d'être pris en compte dans la totalité des situations et donc dans la totalité des luttes. La place des paroles handicapées doit être pleine et entière dans toutes les luttes. Donc voilà, ça c'était le premier sujet. À savoir que techniquement, je suis censée faire 10 minutes d'oral. J'ai pas pu tout dire, évidemment. Il y a certains trucs qui sont très simplifiés, on va dire. Parce que je me doutais bien que j'allais me retrouver face à un public, c'est des profs valides, très probablement,
Donc j'allais me retrouver à un public qui n'est pas du tout sensibilisé à ce genre de questions. Donc j'ai simplifié les idées. Et donc oui, c'est pas très profond. On va pas se mentir, c'est pas ultra profond. J'ai quand même essayé d'aller un petit peu plus loin que le basique. Oui, c'est pas gentil de marginaliser les handicapés. C'est pas bien. Oh là là. Mais c'est pas ultra profond. Et puis je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que je dis. À la fin, je parle des réseaux sociaux comme un moyen relativement accessible de pouvoir placer les paroles handicapées en première ligne. C'est relatif, c'est très relatif. C'est pouvoir parler, c'est accessible et tout. C'est pas forcément accessible. En vrai, je sais bien que c'est pas forcément accessible. Bref. Euh, et si on partait sur le deuxième sujet, donc le deuxième sujet c'est sur l'autisme, donc je vous lis la question. Comment l'autisme, trouble neurodéveloppemental, impacte-t-il l'identité corporelle et spirituelle d'un individu? Pas mal. Mon corps, j'ai un corps plein et chaud et doré, un corps soleil. Non, un corps plumé duvet, un corps oiseau, j'ai des plumes. Tout ce temps j'avais des plumes et vous m'avez menti. De nombreuses personnes autistes ont déjà entendu la phrase « Il ne faut pas se mettre d'étiquette, l'autisme ne te définit pas ». Or, si on prend le temps de remettre rapidement les points sur les i, une étiquette peut en effet être néfaste. Si on dit de quelqu'un qu'il est maladroit, on fait un amalgame entre ce qu'il a fait, casser un verre par exemple, ou renverser de l'eau, et ce qu'il est. Le risque, c'est que ces étiquettes peuvent être internalisées et causer du tort. Cependant, dans le cadre de l'autisme, il n'y a pas d'amalgame possible entre le fait et l'être, car l'autisme n'est pas un état de fait, c'est un état d'être. De plus, la croyance globale est de considérer l'autisme ainsi que la totalité des troubles et maladies en lien avec le cerveau comme n'existant que dans le cerveau, amenant donc au fameux « c'est tout dans ta tête ». Ces prémices m'amènent à me demander comment l'autisme, trouble neurodéveloppemental, impacte-t-il l'identité corporelle et spirituelle et finalement l'entièreté de la vie d'un individu. Si l'autisme impacte le corps, c'est surtout au travers des synapses. Les synapses sont présentes dans la totalité du corps et responsables de la transmission de signaux permettant le fonctionnement coordonné de chaque organe. Ces signaux sont rendus possibles grâce à des vésicles contenues dans l'élément présynaptique avec des neurotransmetteurs et des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs dans la membrane de l'élément postsynaptique. Toutes ces synapses fonctionnent de la même manière. Il existe les synapses excitatrices et les synapses inhibitrices. Le glutamate est l'un des principaux neurotransmetteurs excitateurs dans l'organisme. Les récepteurs du glutamate sont impliqués dans divers processus cognitifs et de développement neuronal. Ils jouent un rôle clé dans la plasticité neuronale, la régulation de la douleur et des émotions. Or, de nombreuses études expliquent que le glutamate est en excès chez les personnes autistes, ce qui causerait une hyperexcitation neuronale qui peut devenir chronique et mener à l'hypersensibilité sensorielle, les douleurs chroniques, l'anxiété et l'épuisement nerveux, que l'on retrouve en effet énormément chez les personnes autistes. Les récepteurs excitateurs provoquent une cascade d'événements qui finissent par générer un large éventail de réactions oxydatives toxiques. Ces événements causent l'inhibition de la phosphorylation oxydative et endommagent les enzymes mitochondriales qui régulent la chaîne de transport d'électrons, ce qui provoque une diminution de la quantité d'ATP, conduisant finalement à des déficits énergétiques dans les cellules et à parfois la mort cellulaire. Le glutamate décarboxylase est une enzyme qui catalyse la transformation du glutamate en GABA et qui est présente dans les neurones et les îlots de Langerhans, cellules endocrines du pancréas. Ces enzymes sont très sensibles aux lésions oxydatives et les niveaux de réduits de GAD entraînent une carence en GABA et de divers syndromes moteurs et cognitifs comme la rigidité et les spasmes musculaires, des troubles de l'équilibre, des pertes de mémoire et des troubles de l'élocution. Dans les cellules pancréatiques, l'excès de glutamate perturbe la sécrétion des hormones et la bonne régulation de la glycémie. Du côté de la douleur, le glutamate est nociceptif et l'augmentation de la douleur est due à l'augmentation de l'activation des récepteurs à glutamate. Le déséquilibre de ces neurotransmetteurs peut ainsi mener à une hyperalgésie expliquant des douleurs chroniques. D'un point de vue émotionnel, les personnes alistes, donc les personnes non autistes, ont tendance à avoir une réactivité physiologique qui décroît pendant le processus émotionnel,
alors que celle des personnes autistes est d'abord plus faible et s'accentue avec le temps. L'intensité des émotions semble donc plus importante à mesure que l'émotion a lieu. D'autre part, les personnes autistes ressentent plus souvent que les adultes de l'anxiété, notamment en raison du fait que de simples événements stressants de moindre sévérité, l'embarras par exemple, causent un stress intense pouvant aboutir à des symptômes proches d'un trouble de stress post-traumatique. Tous ces exemples prouvent l'impact corporel de l'autisme, l'excès de glutamate conduisant à des perturbations à différents niveaux, avec les niveaux réduits de GAD dans les cellules pancréatiques et la régulation de la glycémie, dans la régulation de la douleur et des émotions, dans la fabrication de l'ATP, causant des troubles énergétiques dans l'ensemble des cellules du corps. Ces observations sur l'impact corporel de l'autisme nous amènent à considérer une dimension tout aussi fondamentale, celle de l'esprit. La notion d'esprit est en français une notion plutôt ambiguë. Le même mot désigne à la fois le mental, la cognition et le principe même de l'être connaissant. Pour compliquer les choses, l'esprit en tant que cognition peut désigner soit l'opérateur, soit les opérations, soit les contenus de ces opérations. Cependant, pour la philosophie classique, tout comme pour le sens commun, un esprit, c'est ce qui a de la volonté, des projets, une conscience. Inversement, la matière se définit comme ce qui n'a pas d'esprit, c'est-à-dire qui ne possède ni volonté, ni projet, ni conscience. Ainsi, qu'est-ce que la conscience ? La conscience que nous avons de nos perceptions, pensées ou sentiments nous les fait éprouver comme indépendants de notre corps, et notamment de notre cerveau. Contrairement à ce que nous éprouvons lors du fonctionnement comme les muscles, le cœur ou le foie. Lors du fonctionnement d'autres organes comme les muscles, le cœur et le foie. Nous n'avons aucune connaissance directe de ce qui se passe dans notre propre cerveau lorsque nous pensons. C'est ce que la conscience a de désarmant, c'est qu'elle ne semble pas relever du comportement, elle est simplement toujours là. Pour Bergson, la conscience ne peut pas être définie, mais elle peut être caractérisée par son trait le plus évident, la mémoire. C'est toujours sur fond de mémoire que nous abordons le passé et agissons sur lui, ce que nous ne pouvons faire qu'au présent. Or, le présent n'existe que par le passé et pour le futur. Voilà alors le rôle de la conscience. La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. Si cette conscience caractérisée par l'union du passé et de l'avenir a tant d'importance, c'est pour son rôle plus que central dans la création et le maintien d'une identité propre. Si l'on est conscient, c'est parce qu'on a le souvenir de qui on a été, et qu'on peut anticiper ce que l'on veut être, ce qui forme ce que l'on est. C'est le vécu qui crée l'identité et c'est l'identité qui crée le vécu. En effet, le vécu est comme une sorte de matière première de l'identité qui permet de la construire peu à peu. Pourtant, dans le cadre de l'autisme, on a tendance à séparer les deux notions. Il y a d'une part le vécu autiste et de l'autre l'identité, la personne qui resterait donc la même si elle n'était pas autiste. Mais c'est impossible. Si l'autisme impacte le vécu, ça veut aussi dire qu'il impacte la mémoire et aussi la conscience. La conscience et l'autisme se mélangent et s'en mêlent. Une personne autiste a une conscience autiste. Mais aussi, le vécu autiste impacte forcément l'identité dans son ensemble, qu'elle soit personnelle ou sociale. L'autisme forme l'identité de l'autiste. On peut voir cette idée notamment dans Plume de Alistair Oudaillé, fables, poèmes et pièces que j'ai récitées en introduction, sur la quête d'identité d'un autiste non diagnostiqué au travers de la violence de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Cette même quête de l'identité se retrouve dans la pièce Les antennes et les branches de Léonie Castel, qui retrace le parcours de 4 personnages autistes dans la quête de leurs identités toutes uniques, mais surtout toutes autistes. Grâce à ces deux œuvres, on peut entendre l'importance de prendre en compte l'existence de l'identité autiste et tous ses impacts. C'est en ça que l'on peut comprendre l'impact spirituel de l'autisme. L'autisme est conscience, il est vécu et il est identité. En somme, l'autisme, trouble neurodéveloppemental, impacte le corps d'un individu, notamment au travers de l'excès de glutamate, causant ainsi des troubles à tous les niveaux dans l'organisme. L'autisme impacte l'esprit, en sa réalité profondément emmêlée dans la conscience, dans la mémoire et dans l'identité. Et c'est ainsi que l'autisme impacte l'entièreté de la vie d'un individu. Tout ce temps j'avais des plumes et vous m'avez menti. Tout ce temps j'ai senti les couleurs et les sons et le chaud et le froid. Tout ce temps j'ai eu peur et mal des chaises où je n'arrivais pas à m'asseoir et de votre langue que je ne parlais pas, de vos visages que je ne savais pas comprendre. Tout ce temps je me suis dit que c'était normal, que tout le monde avait peur et mal, et que comme tout le monde je devais me taire. Tout ce temps,
Tout ce temps j'avais des plumes et un corps qui ne ressemblerait jamais au vôtre, et des yeux qui ne voyaient pas ce que vous voyez, et des oreilles qui n'entendaient pas ce que vous entendiez, et une bouche et une gorge qui ne pouvaient pas parler votre langue, et vous m'avez menti, et vous vous êtes tu. Pourquoi personne ne m'a jamais dit que j'avais des plumes? Mais non, tu n'as pas de plumes, on te l'aurait dit, tu l'aurais su tout de suite. Mais je l'ai su tout de suite. Depuis le début, je sais que quelque chose se passe avec mon corps, et je vous faisais confiance. Tout ce temps, tout ce temps j'avais des plumes et vous m'avez trahi. Ainsi, lorsqu'à la suite d'une longue quête dans la recherche physiologique et dans la recherche psychique de qui l'on est, comment notre corps fonctionne et comment vivre avec tout ça, la personne autiste s'exclame « Je suis autiste ». Alors elle se décrit elle-même, et alors Je suis autiste raconte tout d'elle. Elle possède un esprit d'autiste avec une conscience et une identité d'autiste dans un corps d'autiste avec des spécificités et des difficultés d'autiste. Elle est autiste. Donc voilà, ça c'est le deuxième sujet qui a été choisi par le jury du coup quand j'ai fait mon grand oral. Mon grand oral, ça s'est relativement bien passé, mais c'était pas non plus la folie. En fait, j'ai oublié plein de passages, j'étais ultra angoissée, j'arrivais pas à placer 2 mots sans bégayer, c'était une folie. Euh, j'avais bien révisé hein, pourtant et je pensais que j'étais prêt, mais en plus le texte là techniquement je le connaissais par cœur, donc enfin par cœur. Il faut pas le connaître par cœur, hein, c'est une mauvaise idée, mais enfin je le connaissais et puis en plus c'était un sujet qui était hyper important pour moi, donc ouais, bref. Ça a été bien compliqué de faire mon grand oral. J'ai vraiment eu du mal. Euh, D'ailleurs, ça s'est vu, hein, parce que j'ai eu bah, du coup mes notes hein, récemment. Je crois que j'ai eu 11 au grand oral. C'est pas incroyable. C'est vraiment pas. Je m'attendais franchement à mieux. 11 ou 10. Je crois que j'ai eu 11, mais je suis pas sûre. Euh, donc j'ai peut-être eu 10, j'ai peut-être eu 11. Enfin bref, c'est vraiment pas incroyable. C'est la moyenne, voire un tout petit peu au-dessus. Je m'attendais vraiment à avoir mieux. J'étais un peu déçue pour mes notes au bac, mais au moins je l'ai. C'est déjà ça. Bref. Maintenant j'ai fini le lycée. C'était toute une aventure. Peut-être que je ferai une vidéo bientôt pour vous parler de mon expérience. Parce que j'étais dans un lycée d'art du coup. Donc peut-être que je vous parlerai de mon expérience dans le lycée d'art. Peut-être bientôt. Euh, et puis je sais pas encore ce que je vais faire dans 2 semaines, la prochaine vidéo. Faudra que je réfléchisse. Écoutez, parce que j'ai déjà un peu planifié les vidéos que je veux faire, mais pas complètement. En fait, j'avais planifié jusqu'à là, depuis, depuis que j'ai commencé ma chaîne jusqu'à là. Et après, j'ai plus rien. Donc, il va falloir que je pense et que je réfléchisse à ce que je vais faire ensuite. Bientôt. Bref, c'était la vidéo du coup sur mes sujets de grand oral. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des sujets de grand oraux. Si vous avez des questions aussi, franchement, je pense que je vais y répondre à vos questions. C'est intéressant, je pense, de poser des questions. Parce que, après tout, j'ai eu que 10 minutes. J'ai fait un sujet qui peut entrer en 10 minutes. Je sais pas si là, en lisant, j'ai fait 10 minutes. Peut-être pas. Probablement pas. Euh, mais ouais, bah du coup, si vous avez des questions, ça permettra d'approfondir. Et puis peut-être que je ferai une deuxième vidéo sur ces sujets-là, puisque c'est des sujets qui, mine de rien, sont très intéressants. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, si pareil, si ça vous a plu. Je vais sortir très bientôt d'autres vidéos que je n'ai pas encore prévues, mais je vous en faites pas, il y aura une vidéo dans 2 semaines. D'ailleurs, exceptionnellement, hein, tranquille, ça fait 2 mois que je fais des vidéos tranquilles. Hein. Bah, d'habitude, je poste les vidéos les jeudis. Là, pendant les vacances, je pense que je vais les poster plutôt les samedis. Là, ce sera un samedi. Parce que, bon, je trouve que c'est mieux. Je sais pas. Et peut-être qu'à la rentrée, je reviendrai sur les jeudis. Parce que, honnêtement, je sais pas, je préfère les jeudis. C'est bizarre, mais je préfère les jeudis. Donc, voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire quel jour vous préférez dans la semaine. Peut-être que je changerai. Peut-être que je partirai sur le mardi à un moment. Voilà. Euh, Bonnes vacances. Je sais qu'elles sont déjà largement commencées, mais bonnes vacances. Salut.